Bonjour Manon, je suis ravie de te recevoir pour ce podcast de 1, 2, 3 Kids. Comment vas-tu? Très bien, merci Anna. Je suis ravie d'être là. Eh ben, écoute, c'est génial. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est d'où te vient cette passion pour l'écologie? Alors ma passion pour l'écologie, je pense qu'elle a commencé d'abord par une passion pour la nature, tout simplement, qui m'a été transmise par mes parents lors de nos nombreuses vacances au vert. Ouais, Et puis, parallèlement, j'ai aussi grandi avec une maman qui faisait tout par elle-même, donc que ce soit la cuisine, les produits ménagers, les cosmétiques. Alors elle, c'était plus dans un objectif de santé ouais. au début. Donc tout naturellement, quand j'ai pris mon envol à 18 ans, j'ai commencé, pareil, à faire plein de choses, par moi-même, chez moi. Et l'intérêt pour l'écologie, donc vraiment l'écologie pure et dure, m'est venu grâce au film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Ouais. qui s'appelle «Demain». Mhm. Et en fait, là, je me suis dit qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait changer nos façons de faire, et que pour ça, je pouvais déjà commencer à voir ce que je pouvais faire à mon échelle dans mon quotidien. Et c'est comme ça que progressivement, je m'y suis intéressée, et c'est devenu rapidement en fait Ouais. un jeu où j'identifiais les axes où je pouvais réduire mon impact et réinventer en fait ma façon de faire les choses, quoi. Mais alors, là, c'est une question qui est plus en rapport avec les parents, parce que c'est des questions que nous, on a souvent entendues au sein de 1, 2, 3 Kids. C'est qu'on entend Mhm, de plus en plus souvent, c'est pas écologique de faire des enfants, surtout quand on en fait plusieurs. Et c'est mhm, aussi une raison donnée par certains et certaines qui ne veulent pas d'enfants. Et qu'est-ce que tu en penses, mhm. toi? Alors, je pense que c'est une question qui est très personnelle et très délicate. D'accord. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas supportable pour le climat et pour la planète, parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Donc, il y a une vision qui est de dire, en effet, que pour amener ces émissions à un niveau soutenable, il faudrait qu'il y ait une décroissance de la population mondiale. Alors, personnellement, je trouve que c'est difficile de contenir un désir d'enfant. Ouais. Je respecte tout à fait les couples qui décident de ne pas en avoir pour l'écologie. Néanmoins, je pense que c'est quand même difficile d'appliquer ça à grande échelle, et que avoir des enfants, finalement, c'est aussi l'opportunité de les élever différemment, en les sensibilisant déjà aux enjeux planétaires dès le plus jeune âge. Donc, je pense que c'est aussi une opportunité de faire changer les choses. Alors justement, qu'est-ce que c'est aussi le thème de ce podcast, qu'est-ce que c'est une approche écologique du quotidien quand on a des enfants, justement? Alors, pour moi, c'est de faire le lien entre nos habitudes du quotidien et pourquoi c'est important pour la planète. Par exemple, aller faire ses courses dans un magasin en vrac, c'est aussi l'opportunité d'expliquer aux enfants pourquoi c'est important de réduire ses emballages et d'éviter le gaspillage alimentaire. Mmh. Cuisiner avec ses enfants, par exemple aussi des repas sans viande, c'est expliquer pourquoi c'est intéressant de réduire sa consommation de viande au quotidien. Et puis aussi, sur un sujet un peu plus fun et un peu plus qui concerne les enfants, chercher des cadeaux de seconde main pour l'anniversaire de leurs copains ou de leurs frères et sœurs, c'est aussi une façon de parler de ce que génère la production d'un produit neuf, et de parler des déchets. Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses, je pense, il y a plein de petites choses par lesquelles voilà, on peut parler de l'écologie au quotidien et avec nos enfants. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur les cadeaux de seconde main. Moi, tu vois, j'ai des enfants et j'y avais jamais pensé. Par exemple, c'est est-ce que tu as il y a des adresses, il y a des sites, Bien co sûr. Alors, ouais, et en fait, il y a plein de choses aujourd'hui. Bon, du coup, le plus simple, c'est en ligne, ouais, selon où on habite, hein, parce que quand on n'habite pas forcément en ville, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en ligne, il y a Le Bon Coin, où en fait, je veux dire, moi, je suis la première acheteuse de jeux de société d'occasion sur Le Bon Coin, ouais. je pense. Après, il y a tout ce qui est Emmaüs. On trouve beaucoup de jouets de seconde main qui sont en super état chez Emmaüs. Il y a tout ce qui est recyclerie. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup dans les villes. Je ne sais pas en campagne s'il y a beaucoup de recycleries qui se développent déjà. Et après, il y a évidemment les vides-greniers, les brocantes, tout ça. Et ça, je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus aujourd'hui. Et alors pourquoi, c'est vrai que tu nous l'as dit et tu as raison, le sens de l'urgence, il est flagrant. Enfin, on l'entend aussi tous les jours. Mais alors pourquoi c'est si compliqué d'adopter des nouvelles habitudes?
pour avoir un mode de vie plus écolo, alors que pourtant on entend de partout qu'il faut se dépêcher, enfin que voilà, c'est Alors ouais, en effet, là, certains scientifiques, amènent l'argument que c'est intrinsèquement lié à la manière dont notre cerveau est construit. ouais. C'est-à-dire que l'évolution vers la société que nous avons aujourd'hui est finalement assez récente par rapport à l'histoire de l'Homo sapiens. Et en fait, ces scientifiques pensent que notre cerveau est toujours conçu pour une vie dans la nature où on est encore perçu comme des proies. Du coup, notre cerveau est très adapté à réagir face à un danger immédiat, mais du coup, à contrario, il a du mal, il aurait du mal à se mobiliser face aux dangers diffus qu'on ne peut pas voir et dont on ne voit pas les conséquences directes immédiatement. Ce qui est tout à fait le cas du changement climatique. C'est hyper intéressant, ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté un peu scientifique. Après, il y a aussi, parfois on peut se sentir un peu découragé par l'ampleur de la tâche en fait, tout simplement, et se retrouver dans un genre d'immobilisme où on se dit à quoi bon, je suis qu'une seule personne parmi tant d'autres. Et puis on se dit également qu'avec notre petit train-train habituel qui fonctionne très bien en famille, est-ce que changer les habitudes, ça ne va pas tout perturber? Alors, il faut noter que c'est surtout pour nous les adultes que c'est le plus compliqué de changer. En tant qu'adulte, on a une multitude de barrières mentales et certaines choses nous semblent beaucoup trop compliquées à mettre en place. Alors que les enfants, eux, en fait, à partir du moment où ils ont compris pourquoi il fallait changer telle ou telle habitude, ça va leur sembler en fait évident et naturel et ils vont adopter un nouveau comportement. En fait, il faut vraiment s'appuyer sur la capacité des enfants à changer et à s'adapter pour se lancer en famille. Et en plus, toi, tu dois le voir, j'imagine, parce que tu fais des ateliers, aussi bien Complètement, ouais, pour les adultes et pour les enfants, tu vois complètement cette différence tout à fait. Je peux te prendre d'adaptation? un Ouais, complètement et je peux te prendre un petit exemple d'un Vas-y, atelier, vas-y. qui s'appelle, «La grande histoire de Bob le t-shirt», donc où les enfants, découvrent un peu, l'impact de leurs vêtements sur Ouais. la planète et ils retracent un peu tout le parcours, de leur t-shirt et à la fin d'un atelier, une petite fille un papa vient chercher sa petite fille et sa petite fille lui dit: «Papa, il faut plus qu'on achète des vêtements neufs, il faut qu'on achète que de la seconde main et il faut qu'on en achète moins». Son papa dit: «Bah, pourquoi?» «Parce que, sais-tu que les vêtements sont faits en coton et que le coton, ça utilise beaucoup d'eau et toi, tu me dis toujours qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, qu'il ne faut pas utiliser trop d'eau». Et donc du coup, voilà, elle s'était fait dans sa tête et ça ne la gênait pas du tout de se dire qu'elle allait pas forcément acheter du neuf. Elle avait découvert d'autres façons de faire et elle avait envie vraiment de mettre ça en place, quoi, directement. Ouais, c'est un super exemple. Mais, Voilà. et concrètement, donc quand on est parent, comment on avance sur le sujet sans que cela devienne une nouvelle source de stress supplémentaire et de charge mentale? C'est vrai que, ben, on a déjà beaucoup de choses à penser quand on est parent, donc se rajouter une charge mentale, c'est compliqué aujourd'hui. Donc pour l'écologie, moi, ma recommandation, c'est vraiment d'avancer pas à pas. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est de vouloir tout changer d'un coup et alors, en quelque sorte, de se brûler les ailes, quoi. Il faut commencer d'abord par adopter les gestes qui nous semblent les plus simples, les moins contraignants, puis petit à petit, en fait, grimper les échelons, se fixer des nouveaux challenges, des objectifs plus ambitieux, comme si c'était un jeu, quoi. Et après, moi personnellement, j'ai commencé, par, fabriquer ma lessive. Donc ça me prenait 5 minutes de fabriquer 4 litres de lessive, donc autant dire que je le faisais tous les 2 mois, 3 mois. Ouais. Après j'ai remplacé tous les éléments jetables dans mon quotidien par du réutilisable, donc tout ce qui était coton, coton-tige, serviettes de table et cetera. Puis les courses en vrac, puis après j'ai réfléchi à mon régime alimentaire. Voilà, j'ai été vraiment étape par étape, en faisant un peu des rebonds, voilà, selon ce que je me sentais prête à faire, en fait. Et une des clés également, je pense, pour entamer sa transition, sans stress supplémentaire, c'est beaucoup de se documenter, de lire des livres et écouter des podcasts. Ouais. Et là, si on est intrinsèquement convaincu du besoin et de l'urgence d'agir face au changement climatique, ce qui est mon cas, on ne voit plus ces changements du quotidien comme des contraintes ou du stress, mais comme une manière de faire sens, de mettre du sens dans notre quotidien. Et Et du toi, coup, ça devient est-ce très que, naturel. est-ce qu'il y a des livres, justement, quels sont les livres et les podcasts, si tu devais, citer les plus Alors, accessibles ou ceux qui ont eu le plus fort impact sur toi? dans les livres qui m'ont vraiment aidée dans ma transition, je pense que c'est ceux de Julien Vidal.
avec donc son premier livre, Ça commence par moi, et son second livre, c'est Ça va changer avec vous. Et ce second livre, en fait, nous donne vraiment beaucoup d'outils pour agir, justement faire tomber toutes les barrières mentales qu'on a et agir de façon simple dans notre quotidien. Donc ça, c'est un peu ma Bible, on va dire. Ouais. Après, en podcast, il a aussi un podcast, Julien Vidal, qui s'appelle 2030 Glorieuse, et qui, du coup, va à la rencontre de plein de personnes qui, justement, changent le monde à leur échelle. Donc, ça va être des entrepreneurs, ça va être des particuliers, etc. Donc, ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Et après, il y a des pages, il y a des pages Instagram que je trouve très bien, des influenceurs qui sont très bien pour, en fait, s'éduquer aux enjeux, comme Bon Pote, Ouais. qu'on peut retrouver sur Instagram, qui est très actif, et sur LinkedIn aussi d'ailleurs, pour juste bien comprendre en fait les chiffres aussi, tout ce qui se cache derrière le rapport du GIEC par exemple, heu, et, alimenter en fait notre réflexion. Et sur quelle thématique tu nous conseilles, de nous concentrer si on veut avoir un impact réel? Alors c'est dur d'en choisir, une seule. Ouais. Moi j'avais envie de vous en partager 4. Vas-y. Après, pas forcément faire les 4 en même temps, mais voilà, il y en a 4 qui peuvent vraiment avoir, voilà, un impact, un réel impact. Donc la première thématique, c'est les déplacements. Tout simplement en privilégiant des vacances sans avion. Ouais. Et dans le quotidien, ça va être limiter l'usage de la voiture au profit de mobilités douces comme le vélo, la marche à pied, les trottinettes, etc. La seconde thématique, ce serait l'alimentation. En fait, en instaurant rien que quelques repas végétariens dans notre alimentation quotidienne, et en achetant des produits de saison et en privilégiant des produits locaux, donc français, déjà, on peut aussi avoir un super impact. Ensuite, il y a évidemment l'énergie. On a tendance à chauffer pas mal nos maisons, et alors que pour faire des économies, tant pour la planète que pour le portefeuille, chauffer sa maison à 19 degrés et enfiler un pull supplémentaire, ça a un réel impact. D'accord. Et le dernier conseil, ce serait par rapport à notre consommation. Pour nous aider à raisonner, diminuer notre consommation, il y a une méthode que j'applique moi au quotidien qui s'appelle la méthode Bisou. Donc tu as peut-être déjà entendu parler. Non, jamais entendu parler. Alors du coup, je vais t'expliquer. Donc Vas-y. Bisou, donc le B, c'est le B de besoin. Donc se poser la question: «En ai-je vraiment besoin?» Donc on se pose ces questions-là avant chaque achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le I, c'est de immédiatement, donc est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Le S de semblable, est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose de similaire? O de origine, donc se poser la question: qui est-ce qui l'a fait? D'où il vient? Comment il a été fabriqué? Et le U de utile, est-ce que c'est vraiment utile? Et donc rien qu'en se posant ces 5 questions avant chaque achat, je pense que ça nous permet de faire des économies dans le porte-monnaie, mais aussi de faire un geste pour la planète. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que je pense à en tout cas quand on a des enfants et que tu fais tu vas acheter des bodys, je dis n'importe quoi, Ouais. hem et en fait maintenant tu as pas mal de marques qui vont te dire, coton bio et cetera et il faut peut-être pas enfin tu vois? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément parce que le body est en coton bio qu'il est éthique ou qu'il a été, fabriqué dans des conditions, Complètement. C'est vrai que ouais, là, il y a un petit travail, aujourd'hui, le greenwashing est un peu partout, hein, ouais. et toutes les marques essayent de tirer leur épingle du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a il y a un travail de recherche à faire, et cetera. Après, il y a des petites astuces, des petites applications qui existent. Je pense notamment à Clear Fashion, donc Ouais, Clear, CLEAR, et Fashion, ouais. qui notent en fait, qui analysent les marques, où est-ce qu'ils fabriquent leurs produits, et cetera, dans la mode et tout, et donnent une note par rapport à l'environnement, par rapport au social, par rapport aux animaux, et cetera. Donc ça permet d'avoir un aperçu un peu de comment se positionne la marque sur les thématiques qui nous sont importantes. Et est-ce que, c'est souvent, je trouve, les femmes, qui, sont, beaucoup plus investies dans comment, en fait, rendre sa maison ou comment, faire que toute la sphère domestique soit plus, green, soit plus responsable. Alors, comment on peut plus inclure ses enfants et son conjoint donc, dans cette approche écologique du quotidien? Est-ce que tu as des conseils?
J'ai toujours des conseils, Ah j'ai bah, toujours des choses à vas-y. dire sur ce sujet-là. Pour que toute la famille se sente, en fait, concernée par l'approche écologique, il faut s'assurer que déjà tout le monde ait compris le sujet, pour qu'ils aient envie d'agir, en fait. Si on prend l'exemple des déchets, c'est intéressant que les enfants comprennent ce que devient un déchet. Parce qu'on a l'impression que c'est magique. On met dans la poubelle disparaît et voilà. Mais en Ouais. fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ça, bon, du coup, pour aider, les parents, notamment au niveau des enfants, à faire comprendre ces enjeux, il y a plein de vidéos sur internet qui sont très bien faites, les vidéos «Un jour une question», «C'est pas sorcier» ou «C'est toujours pas sorcier», qui expliquent, ce que deviennent les déchets. Il y a aussi, tout simplement, sur la thématique déchets, hein, pourquoi pas organiser une sortie, un dimanche dans une déchetterie. Alors bon, c'est pas la sortie la plus sexy, mais c'est hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne et les enfants, ils seront contents de voir des grosses machines, dans tous les sens, et de découvrir, cet univers. Ouais. Et hem et pour ce qui est des éco-gestes, en fait, du quotidien, hem, là, je parle surtout, hein, d'inclure ses enfants, hein, c'est, pour les inclure, en fait, dans les éco-gestes, c'est tout simplement de faire à la maison et en fait, les enfants, naturellement, vont reproduire ce qu'ils voient. Donc si on trie ses déchets, eh ben, on lui apprend également, on n'hésite pas à partager avec les enfants pourquoi on trie les déchets, comment on les trie, pour qu'eux adoptent les bons réflexes. Et pourquoi pas carrément pousser plus loin, fabriquer ensemble une petite poubelle de tri pour sa chambre, parce que ben, un enfant, ça utilise quand même beaucoup de papier entre les devoirs, les dessins, etc. Pourquoi pas lui fabriquer une petite poubelle de tri qui viendra ensuite, lui aussi, mettre dans la poubelle jaune une fois qu'elle est pleine. Donc Et voilà, c'est vraiment faire ensemble. En fait, le mot-clé, c'est faire ensemble, ouais, faire ensemble, montrer l'exemple complètement. et les faire participer, à ça, quoi. Ouais, et surtout qu'ils comprennent pourquoi ils font ça. Et est-ce que tu as d'autres astuces concrètes pour être plus écolo au quotidien et en famille? Alors là, j'en ai un paquet. Donc, j'en ai un paquet, mais encore une fois, je répète, pas besoin de tout mettre en place en même temps. Il faut y Ouais, aller vraiment progressivement. Mais du coup, moi, je pense un astuce, une chose par laquelle commencer, c'est remplacer tout ce qui est jetable chez nous par du réutilisable. C'est assez facile, on peut même le transformer en forme de jeu avec les enfants, c'est mener l'enquête de qu'est-ce qu'on met souvent à la poubelle dans la semaine, analyser notre poubelle et voir qu'est-ce qu'on peut remplacer. Donc typiquement, les cotons, les lingettes, on peut remplacer par des cotons et lingettes réutilisables, donc ouais, qui sont faits en, en fibre de bambou ou en serviette éponge et qui sont très pratiques et qui se lavent avec le restant du linge. Donc ça ne demande pas beaucoup plus de maintenance, on va dire. Remplacer toutes les bouteilles plastiques par des carafes à la maison et des gourdes à l'extérieur. Remplacer le sopalin par des serviettes en tissu et des chiffons. Voilà, il y a plein de choses et je trouve que c'est un jeu assez marrant à faire avec les enfants que de juste mener l'enquête et de voir ensemble, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait, ne plus avoir, cet élément-là dans notre poubelle. Donc ça, c'est la 1re action. Après, il ouais. y a évidemment cuisiner des produits de saison et locaux. Donc là, c'est, en imprimant un calendrier de fruits et légumes de saison qu'on affiche sur le frigo. Comme ça, toute la famille peut, se familiariser avec et pourquoi pas, pendant les sorties, au marché le samedi matin ou le dimanche, distribuer un petit calendrier en version mini à chaque enfant et comme ça, les enfants, observent les étals, on choisit ensemble en famille des légumes de saison pour la semaine. Donc encore une fois, faire ensemble, heu et que les enfants, en fait, adoptent ces réflexes, quoi. Ouais. Après, il y a aussi faire ses courses dans les épiceries en vrac, Ouais. tout simplement pour réduire ses emballages et le gaspillage alimentaire et ça, pour avoir expérimenté avec des enfants, les enfants adorent y aller parce qu'ils ont l'impression de jouer à la marchande, à remplir leurs petits sacs en tissu, des différents produits ou leurs bocaux, ils sont toujours assez contents, de peser les aliments et cetera donc c'est assez amusant. Et pourquoi on a toujours l'impression que mais c'est vrai aussi, que quand tu veux manger bio, local et de saison, on a toujours ce réflexe de se dire: «Mais c'est plus cher, c'est plus compliqué». Toi, enfin, en tout cas, au niveau de ce côté financier, est-ce que c'est plus cher? Est-ce qu'en fin de compte,
toi qui est vraiment à fond dedans, tu vas me dire, mais en fin de compte, non, c'est pas tellement plus cher. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'en fin de compte, ce n'est pas, vraiment plus cher. Alors c'est sûr que ça va être plus cher que si on prend, en supermarché de la marque distributeur. Ouais, Ça va être un peu plus cher. En revanche, ça va être du coup, moi, dans mon alimentation, je privilégie énormément le bio, le local. Donc j'achète tous mes légumes poussent, à 150 kilomètres autour de Paris et cetera. Je m'en sors pour des enveloppes, ouais, financièrement, je trouve que je m'en sors très bien et en fait, j'ai un plaisir à avoir aussi des bons produits. Donc voilà, parce que quand, avant je faisais mes courses en supermarché, je faisais pas attention, je faisais vraiment au moins cher. Aujourd'hui, ouais, en fait, je sais que potentiellement je paye un peu plus cher, mais que j'ai des bons produits, que je vais éviter le gaspillage alimentaire. Je ne vais plus acheter, 1 kilo de polenta pour en faire, 200 grammes dans l'année. Je vais plutôt aller en magasin en vrac acheter 200 grammes de polenta parce que j'ai une recette avec de la polenta que je veux faire cette semaine, plutôt que de garder, un sac de polenta pendant des années dans mon placard et que, je finisse par le jeter parce qu'il s'est fait envahir par les mites ou que c'est périmé. ouais, Donc non, je trouve pas ça plus cher. C'est en effet un peu plus de logistique en revanche, ouais. parce que alors il y a de plus en plus d'épiceries en vrac qui aussi proposent des paniers de fruits et légumes, etc. Locaux. Mais quand c'est pas le cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai mon primeur chez qui je vais acheter mes petits légumes, etc. et quelques produits laitiers. Puis après, je vais à l'épicerie en vrac pour acheter le reste. Mais en même temps, ça crée du lien aussi. Aujourd'hui, les commerçants me connaissent, je les connais, et c'est pas du tout impersonnel comme dans un supermarché. Donc, il y a ça aussi, il y a la relation humaine qu'on retrouve qui est quand même très agréable. Et tu parlais tout à l'heure de faire sa lessive. Moi, c'est toujours un truc Ouais. qui m'a fascinée, je l'avoue, je l'ai pour l'instant jamais fait. Comment tu fais? Tu prends une recette sur internet? Enfin, C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas une chose simple parce que, sur internet, on trouve 20 000 recettes. Alors on se dit: «Je vais pas en tester 25, j'ai pas le temps forcément d'en tester 25 et puis, comment je sais si ça fonctionne ou pas?» Pour ça, c'est vrai que moi, j'ai pris le temps un peu de tester pas mal de choses et tout. Mais aujourd'hui, moi, je peux partager ma recette, hein. C'est tout simplement, 1,8 litre d'eau chaude dans ouais, lequel je mets 50 à 60 grammes de savon de Marseille à l'huile d'olive que j'ai râpé. Donc soit je le râpe à la main, soit j'ai un petit robot qui me râpe en 30 secondes, ouais, même pas. Et après je rajoute 2 cuillères à soupe de bicarbonate ménager. Et d'accord. là, voilà, je mets tout dans ma casserole d'eau chaude, les copeaux fondent, je mélange, je mets en bouteille et c'est fini. Donc ça me prend exactement, le temps que l'eau bout et voilà. Et ça se conserve, longtemps? Et ça se conserve, j'ai jamais eu de problème de lessive qui avait tourné. Ouais, Et je fabrique du coup ma lessive par 4 litres, moi, et ça me dure à peu près, 3 mois, 3 4 mois. Donc et j'ai jamais eu de problème. Ça peut par moments, ça peut se biphaser. Donc le liquide la partie plus liquide va remonter et la partie plus solide sera en bas. Il suffit de secouer bien la bouteille et après on dose comme une lessive classique, et ça fonctionne très bien. oui, et en fait, Et ça t'a pas pris beaucoup de temps et surtout, en ah fait, bah c'est non. économique. Ah ben complètement. Ouais, Alors c'est hyper économique. Je reviens souvent sur, ce truc-là parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire tout ça, d'un point de vue, en fait, pour faire des économies quand j'étais étudiante, ouais. avant que ça devienne un mode de vie, par rapport à l'écologie. Mais du coup, c'est très économique et après pour l'adoucissant, pareil, j'en achète plus depuis des années parce que tout simplement, je vais utiliser, une bouteille d'eau dans laquelle je vais mettre un tiers de, vinaigre, blanc ménager et le reste d'eau. Et en fait, je mets ça dans le bac adoucissant, comme si je dosais un adoucissant normal, ce qui va permettre aussi de nettoyer la machine aussi à chaque fois et d'enlever le calcaire en fait. Donc, D'accord, mais ça, du coup, ça fait adoucissant ou pas? ça fait adoucissant, oui, complètement. D'accord. Complètement, parce que ça va éliminer tout le calcaire et justement, et le calcaire qui notamment a tendance à rester coincé dans les fibres et faire qu'on a un peu des tissus rêches par moment. Donc Ouais. non, c'est Hyper intéressant. très Donc efficace. dans une bouteille d'eau, tu mets un tiers de vinaigre De blanc vinaigre et le et le reste reste d'eau? d'eau, tout simplement. D'accord, c'est Voilà. fou et tu Ouais. mélanges ça et tu mets une petite dose dans ton, dans le la De partie de exactement, l'adoucissant? OK. tout à fait. Voilà.
aussi simple que ça. Et est-ce que tu fais tes produits ménagers ou pas alors? Donc pour déménager, j'utilise essentiellement du vinaigre pour OK. toutes les surfaces, pareil que je dilue dans de l'eau, donc ça me sert autant pour les vitres que pour nettoyer les surfaces et cetera. J'utilise pour la salle de bain aussi. Alors, le vinaigre peut avoir tendance à jaunir un peu les joints, donc si vous avez des joints de salle de bain, je recommande pas forcément. Plutôt utiliser du savon noir qui est très Ouais. bien, donc ça s'achète des grandes bouteilles de savon noir, c'est très bien et petite astuce vraiment hyper simple pour, la vaisselle, plutôt que d'avoir un produit vaisselle au bord de l'évier, un simple savon de Marseille à l'huile d'olive sur lequel on vient frotter l'éponge ou notre brosse à vaisselle et c'est méga efficace. Ça dégraisse, ça nettoie, c'est le résultat est vraiment incroyable. Parce que ça va être plus écologique d'utiliser du savon de Marseille que d'utiliser du produit vaisselle dans une bouteille en plastique, quoi. Exactement, parce que du Ouais. coup, voilà, en effet, le savon de Marseille, il est très souvent vendu, même sans pellicule plastique autour, rien. Et on peut l'acheter par bloc de 300 à 500 grammes, donc un gros bloc, et on met ça au bord de son évier dans une coupelle, et puis après, bah, hop, ça remplace pas d'emballage, et puis pas d'impact. Toi qui donnes beaucoup d'ateliers, donc qui rencontres énormément de personnes par rapport à l'écologie, à ce besoin de ça y est, de s'investir, est-ce que tu as l'impression que les hommes s'investissent autant que les femmes? Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer et de bouger? Mmh, en fait, ça dépend. Je pense que les hommes ont un petit train de retard sur les femmes, parce que je pense que beaucoup de femmes se posent des questions sur l'écologie, notamment au moment de la grossesse. Ouais. Avant d'avoir, leur premier enfant ou quand elles sont enceintes de leur deuxième enfant, je sais qu'autour de moi, beaucoup de femmes, en fait, ont réalisé, ont pris conscience, des enjeux climatiques, à ce moment-là, parce qu'elles se disaient: Je veux mettre un enfant au monde». Alors il y a des papas qui l'ont aussi pendant cette période-là, mais c'est vrai que parfois on a l'impression que les hommes se sentent un peu moins concernés. Mais j'espère que ça va changer. J'ai l'impression que c'est en train de changer. Ouais. Donc voilà, je Et de toute façon, quand tu fais ça à l'école, quand tu vois les ateliers, c'est ce que tu disais, donc que ce soit garçon ou fille, c'est pareil. C'est surtout, en ouais, fait, l'exemple que nous, on va montrer en tant que parents et de faire avec eux, en fait. complètement, Ouais. complètement et en fait aussi, bah, évidemment, une famille où le papa et la maman sont impliqués dans cette transition sera beaucoup plus, on va dire, c'est une famille qui va avancer beaucoup plus vite que s'il y en a un des 2 parents qui Ouais. traîne un peu des pieds. Parce que du coup, l'enfant, il va avoir, heu, bah, face à lui 2 personnes qui disent pas forcément les mêmes choses, donc ça va l'embrouiller un peu dans sa tête et il va se dire: «Bah mince, du coup, il faut que je prenne parti, qu'est-ce qui se passe?» Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une même voix, là-dessus pour pouvoir, embarquer tout le monde en tout cas. D'accord. Alors on va passer à la dernière partie de cette interview où en fait c'est l'instant mythe ou réalité. Et donc je vais t'énoncer des phrases et après tu vas pouvoir me dire si c'est mythe ou réalité et surtout tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses toi. OK. Alors, première phrase, l'écologie, c'est de la charge mentale en plus. Je pense que c'est un peu des 2. Mythe et réalité. En fait, je trouve que la plupart du temps, je trouve que l'écologie rend heureux. Bah, en tout cas, moi, me rend heureuse, parce que ça me permet de me rapprocher vraiment de ce qui compte, ce qui fait du sens. Mais par moments, c'est vrai que par moments où, ça se passe pas super bien au bureau ou alors on a une charge, de travail incroyable, et ben là, ça peut devenir une charge mentale. Et donc là, il faut accepter en fait par moment de se dire que faut lâcher un peu de mou et que c'est pas grave. Bah, ce mois-ci, je j'irai pas, je vais aller chez Picard parce que j'ai pas le temps du tout de cuisiner. C'est pas grave et puis je reprendrai les bonnes habitudes le mois prochain, quand j'aurai, réorganisé ma vie pro ou voilà. Donc je pense qu'il faut, ça peut être un mythe comme ça peut être une réalité, la charge mentale et je Ouais. pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter. S'écouter parce que, avant tout, il faut être bien soi-même pour pouvoir, agir, de façon, efficace et avoir un impact. Alors, autre phrase, mythe ou réalité, c'est encore les mamans qui se tapent toutes les initiatives écolo. J'ai envie de dire, mythe, j'espère. Heu,
je pense que l'écologie, ça concerne pas que les mamans, hein, et ça, j'en suis persuadée. Ouais. Et si certains papas doutent encore, je leur recommande vraiment le livre de la BD de Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur et qui, j'espère, finira par les convaincre. Ah bah, c'est super. Ah bah, c'est une bonne idée lecture, on la Voilà. reprendra, on la mettra aussi sur le site de 1, 2, 3 Kids. Oui, c'est Alors, pas que pour les papas, hein, c'est aussi pour les mamans, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup d'impact sur les hommes. Après avoir lu cette BD, j'ai vu beaucoup d'hommes changer leur discours, donc ah bah, c'est hyper assez rigolo. intéressant. Voilà. Une nouvelle phrase: «Pour être vraiment dans une démarche écologique, ça prend du temps et c'est compliqué». Alors, compliqué, je pense pas. Évidemment, il faut prendre le temps de s'habituer et une fois qu'on est habitué, ça devient très facile. En revanche, pour le temps, oui, en effet, ça peut prendre un peu de temps. Comme je te disais par rapport aux courses, aujourd'hui, moi, je fais mes courses à 2 voire 3 endroits différents. Donc Ouais, en effet, au lieu de prendre, 20 minutes en supermarché où j'ai tout au même endroit, et ben, je vais prendre 1 heure. Je vais prendre 1 heure, mais comme je te disais aussi, en attendant, j'ai une super relation avec la petite dame qui me vend les légumes, j'ai une super relation avec mon épicier en vrac, et c'est hyper sympa de pouvoir d'avoir ces relations de proximité en fait, ouais, avec ces commerçants de proximité. Donc voilà. Et après, comme je disais avant, si on est convaincu de l'urgence d'agir, si on est convaincu de l'urgence d'agir, euh, ben, en fait, ces changements au quotidien, ce sera plus vraiment des contraintes ou du stress, mais ce sera une manière de faire sens, de mettre du sens dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, en fait, ça deviendra naturel. Donc, même si ça prend un peu plus de temps, parfois, c'est bien aussi de prendre du temps. Moi, à un complètement. moment, j'étais tellement... Je faisais tout à 1000 à l'heure. Et donc, la cuisine, c'était... le dimanche, j'avais 1 heure et demie pour faire tous mes plats de la semaine. Et donc, du coup, je faisais beaucoup et je faisais rapidement, donc c'était pas forcément bon, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de me prendre plus de temps pour cuisiner, pour tester des recettes. Et voilà, et en fait, bah, tant pis, j'irai pas forcément faire autre chose. Je passerai peut-être moins de temps devant Netflix, mais c'est pas grave parce que j'aurais pris du plaisir à cuisiner et j'aurais du plaisir à manger en plus. Donc voilà. Et la dernière pour, terminer, hem, les enfants ne se tiennent pas à tous ces changements si ce n'est pas ludique ou drôle. Mythe. Pour moi, définitivement un mythe, parce que, en fait, les enfants peuvent être encore plus rigoureux que nous, parfois, sur, ces sujets-là. Comme je disais, une fois qu'en fait, ils ont compris pourquoi on le faisait, qu'on faisait cette action et en quoi ça protégeait la planète, en fait, les enfants, ils ont un attachement naturel, à la nature. Ils adorent les animaux et cetera. Donc en fait, s'ils comprennent que ça peut faire du bien aux animaux, aux arbres, aux plantes et cetera, ils vont s'y mettre à fond. Ouais. C'est assez drôle, un peu comme l'exemple de la petite fille en fait, dont je te parlais, tout à l'heure, qui, du coup, avait dit: «Je n'achèterai plus de vêtements neufs, pour économiser de l'eau». Voilà, donc en fait, Oui, les choses ont pas besoin forcément d'être fun, ou sur le mode du jeu pour que les enfants se sentent responsables, de ce qui se passe ouais. autour d'eux au niveau de l'écologie. Complètement. Après, moi, j'adore, dans mon quotidien, j'adore amener du jeu un peu partout et tout voir sous l'angle ludique. Et c'est tout à fait possible. Et ça rendra que plus agréable. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui peuvent être assez angoissés par ces sujets. Donc, je trouve Ouais. que quand même amener du ludique, un peu de légèreté, ça peut permettre de, on va dire, désamorcer cette pression sur l'enfant. D'accord. Voilà, lui dire: «OK, bah, OK, en effet, la pollution plastique, c'est terrible pour les océans et tout, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? On pourrait faire ça, ça, ça». Voilà, réfléchir, vraiment en discuter avec l'enfant, pour qu'en fait, il se sente qu'il ait l'impression de faire quelque chose à son niveau. Après, il faut bien aussi lui faire comprendre qu'on ne peut pas sauver le monde tout seul et qu'il faut le faire tous ensemble. Donc voilà, que ce sont des petits gestes, qu'il faut y aller pas par pas et que ce qu'ils font déjà à leur échelle, c'est génial. Merci beaucoup Manon, c'était, ultra intéressant et toutes les ressources que tu as citées, que ce soit livres, podcasts ou même, ta recette, pour faire, la lessive seront à retrouver, sur le site de 1, 2, 3 Kids. Merci beaucoup à toi. Super. Ah, j'ai peut-être juste un livre
Ah vas-y, quand même à vas-y. rajouter. Mais parce que ça, c'est un livre, en fait, qui s'adresse autant aux parents qu'aux enfants, c'est La famille zéro déchet. La famille zéro déchet. Les non, c'est Les enfants zéro déchet, parce qu'en fait, il y a 2 livres, il y a La famille zéro déchet et Les enfants zéro déchet des mêmes auteurs, qui, sous forme de BD et avec plein de petites fiches un peu pratiques, heu, aident, que ce soit petits et grands, dans leur transition et qui le font de façon hyper drôle voilà. D'accord, et bah, ça sera ajouté aussi, et même moi je vais aller voir ça de mon côté, ça a l'air super intéressant. Super, bah, écoute, merci Anne-Laure. Merci Manon, à bientôt, au revoir. À bientôt.